c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Maintenant disponible sur Podbean, YouTube, iTunes, Deezer, Spotify et tout bon agrégateur de podcasts. Cette semaine, pas de news, je discute avec Rémi Fortier pour lui poser des questions sur sa carrière. C'est parti pour cet épisode bonus. Rémi Fortier, c'est quelqu'un de très intéressant parce qu'il a l'expérience de champion de Magic. Très jeune, à 15 ans, en 2007, il a gagné le Pro Tour Valence et l'année suivante, en 2008, il gagnait le GP Birmingham. Et 10 ans après, plus 10 ans après, on parle encore de lui, pas seulement pour ses prouesses au jeu, mais aussi parce qu'il a développé toute une série de choses et d'outils pour être meilleur à Magic en groupe. Il organise avant chaque Players Tour des bootcamps, c'est lui qui a été à l'origine du Discord Perf, et on l'a reçu dernièrement pour parler de son projet avec Arnaud Hochmiller, MTG Data. Bonjour Rémi, comment vas-tu ? Ça va très bien. Dis-moi, avec tout ce que tu organises maintenant autour du Magic compétitif, quand tu vas à un Players Tour, c'est quoi le plus important pour toi ? C'est gagner ou faire un beau bootcamp ? Ça, c'est évidemment un point de vue qui a évolué avec le temps. Je pense, comme tu t'en doutes, pendant de longues années, le but, c'était la victoire ou la mort, globalement. C'était à peu près la manière dont moi, je le vivais à l'intérieur. Bon, in fine, il se trouvait que quand je perdais, je ne mourais pas, donc c'était cool. J'avais la chance de pouvoir en faire un autre après, plus tard. Mais maintenant, il y a 2 points sur lesquels je mets le plus d'accent. En fait, la question, c'est à quoi est-ce que tu constateras que le Pro Tour a été réussi pour toi, en fait, à l'issue de ça. Pour moi, la manière dont je le vis, c'est si sur les méthodes de préparation, je suis fier de ce qu'on a. J'étais au bout de ce que je pouvais aller, en fait. S'il n'y a pas eu ça, j'aurais aimé qu'on fasse comme ça, on n'a pas réussi ou j'ai pas fait assez, etc. Donc une fierté sur la préparation théorique de l'événement. Donc ça, c'est la partie peut-être un petit peu plus hauteur managériale, comment est-ce qu'on regarde les choses théoriques, etc., l'avancée de la préparation. Ce bout-là, j'aime bien en être fier. À la fois aussi, moi, au milieu de tout ça, est-ce que j'ai fait le plus que je pouvais à chaque fois ? Parce qu'en fait, pendant longtemps, effectivement, comme je le partageais, j'associais la réussite d'un Pro Tour à est-ce que j'ai gagné ? Sauf qu'en fait, à Magic, on perd souvent. Et spécialement quand on n'est pas le meilleur du monde. Ce qui est passablement mon cas. Du coup, on peut pas repartir de chaque bootcamp qui sont des événements émotionnellement très drainants en fait et qui demandent intellectuellement très exigeants, beaucoup d'exigences. Comment est-ce qu'on peut faire ? En fait, il faut essayer d'être content de la préparation parce que si on n'a pas été content de la préparation et qu'on y associe directement la victoire, c'est terrible parce que parfois on s'est très bien préparé et puis on perd quand même et puis parfois on s'est pas si bien préparé que ça et puis on gagne quand même et puis voilà. Donc en fait, on a tous avancé. Et après, je dis beaucoup jeu, mais en vérité, c'est un travail collectif parce que il y a eu beaucoup de débats avec JE, Louis, etc. Sur l'avancée théorique de tout ce qu'on fait en termes de préparation. Et ouais, je crois qu'il faut arriver à être satisfait de la préparation indépendamment de la victoire finale. Je crois que c'est comme ça que j'arrive à le prendre de plus en plus comme ça. Ça demande évidemment une certaine maturité, une acceptation de la défaite, etc., qui sont pas faciles. On passe aussi par des outils type la méditation pour y arriver. On médite notamment en bootcamp, après les défaites, après une fois au sein du tournoi, ça dépend des gens. Mais on utilise ce genre d'outils-là pour essayer de décorréler le plus possible les deux, essayer d'un peu d'être dans un espèce de plaisir éphémère permanent en fait. Voilà, on est au bootcamp, ce bootcamp me fait plaisir, point, super. J'arrive à un Pro Tour, le tournoi me fait plaisir, point, indépendamment de la victoire et de la défaite. Et en fait, de pas être que le plaisir ou le déplaisir soit pas facteur d'événements externes, mais soit bien dans notre contrôle en fait. Et ça, je crois que c'est un élément important, à la fois pour prendre plus de plaisir à ce qu'on fait, ce qui est toujours important, mais en plus, in fine, pour plus gagner en fait. Parce que les mouvements émotionnels liés à la victoire et à la défaite sont très grands forcément, et spécialement dans le décorum d'un événement, après avoir fait tant de temps d'entraînement et parcouru X milliers de kilomètres. Et du coup, si on arrive à s'en défaire et à ce que notre plaisir vienne uniquement de nous et du moment qu'on vit, je crois que c'est un bel objectif. Oui. Ok, merci pour ta réponse, très intéressant. Et je disais plutôt que ton succès, tu l'as eu tôt parce que tu étais au lycée, en gros. Et chaque personne au lycée doit se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, dans quelle carrière je vais me lancer. Et toi, tu avais ce bouleversement dans ta vie à ce moment-là. Et maintenant, on arrive à un point B où tu es qui tu es maintenant. Comment se fait cette transition
choix de carrière en dehors de Magic, mais qui est lié quand même, est-ce qu'il y a des aspects de ta vie de pro player qui t'ont servi par la suite? J'ai vu que tu en parles dans LinkedIn, par exemple. C'est une question un peu personnelle, mais si tu es à l'aise pour y répondre. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, pour ma part, Magic a à la fois transformé ma vie et aussi toute la colonne vertébrale de ce que c'est maintenant. Donc, effectivement, c'est central et en conséquence, oui, j'en parle dans mon profil LinkedIn. Il se trouve que voilà, j'ai arrêté assez vite le lycée pour les Pro Tours. Je sais pas si c'était la meilleure décision. En tout cas, c'est celle que j'ai prise, qui a eu bien sûr le défaut de faire que j'ai des trous dans ma compréhension intellectuelle, enfin des trous de culture, quoi, concrètement, bah, parce que je j'ai pas été autant à l'école que j'aurais dû, quoi. Mais à côté, j'ai eu plein de choses en fait, parce que bah, la vie de Pro Tour, c'est aussi la vie sur les 4 continents avec des gens de 30 ans qui sont plutôt musclés intellectuellement. Donc on prend aussi des choses en fait. En plus de ça, on prend aussi un réseau en fait, parce qu'on se retrouve à échanger. Voilà, si tu me demandes est-ce que je connais un Australien, est-ce que je connais un Finlandais, bah ouais, j'en connais un et je peux aller lui parler en 5 minutes sur Facebook et c'est un bon ami, etc. Tu vois. Donc ça donne aussi accès à des choses, même des rapports à la culture, des rapports au monde, des rapports à la différence aussi qui sont très puissants, très complexes. Donc ça a été à peu près ma vie jusqu'à ce que j'ai 20 ans. Après, j'ai intégré. Il se trouve que à Magic, je gagnais plus trop. Je gagnais plus trop déjà parce que j'étais. Il y avait plein d'éléments. Globalement, euh, j'ai trop cru que c'était déjà gagné et qu'il fallait arrêter de travailler, alors qu'en fait, quand tu rentres dans le train, c'est justement le moment où je le commence, quoi. En fait, finalement, paradoxalement, et c'est pas gagné. Et j'ai un peu trop cru que c'était gagné, donc du coup, je l'ai payé assez cher et je suis tombé du train après des résultats médiocres. Et je suis rentré sur un coup de hasard pas possible au cours Florent. Donc là, j'ai fait une pause de Magic pendant 5 ans. Et après, en revenant de 50 cours Florent, ma passion était brûlante, quoi. Même les dernières années, j'en pouvais plus de pas jouer à Magic, de pas faire un tournoi. J'étais content de voir les copains gagner, et c'était le cas d'ailleurs. Mais voilà, je voulais y aller moi aussi. C'est ce que j'ai fait. Je m'y suis remis. Et là, par contre, cette fois-ci, étant plus vieux, en fait, j'avais toute cette question de pédagogie aussi. Comment est-ce qu'on fait pour progresser, etc. Et c'est là, en fait, où l'embranchement s'est fait. Et en faisant ces choses-là, il se trouve qu'un ami de Magic, donc qui s'appelle Pierre Canali, lui cherchait des gens un peu atypiques. Il voulait il voulait les faire rentrer dans l'entreprise pour un peu dynamiter les choses. Donc moi, parmi d'autres, on est rentré. Et moi, ça me permettait d'avoir un petit boulot à côté. Magic, ça coûte quand même assez cher quand tu gagnes pas et qu'il y a plein de voyages. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le conseil, en fait. Et donc, du coup, dans le conseil, dans l'innovation. Et en fait, les deux que j'ai continué de mener de front, il se trouve que j'étais freelance donc dans le conseil, en fait, se sont vachement nourris parce que ce que j'apprenais dans l'innovation, dans le conseil, bah, ça s'appliquait directement à Magic. Magic, c'est tellement plein de questions d'innovation en permanence. Et puis, le conseil a ce truc d'apporter des méthodes, des trucs, enfin, beaucoup de choses très, très packagées, j'ai envie de dire, qu'on peut directement appliquer à Magic et puis revenir, ah bah non, ça marchait pas tout à fait, le concret, le réel, etc. Enfin, de pouvoir questionner les deux. Il y avait une espèce de ping-pong permanent dans ma vie entre les deux. Et ce qui a petit à petit amené à des projets comme Perf ou même le fait qu'on se questionne sur le professionnalisme à Magic dans les méthodes d'entraînement. Donc, et voilà, et je continue un petit peu en fait de mener ces deux vies de front. Il se trouve que maintenant je suis en CDI dans le conseil, cette même boîte où j'ai commencé freelance. Mais je continue toujours Magic. Alors effectivement, il se trouve que j'y mets toutes mes vacances, etc. Mais en fait, enfin, je ne le vis pas vraiment comme ça. Il se trouve que d'une manière ou d'une autre, Magic, c'est ce que je fais dans la vie et la question se pose pas trop. J'ai une espèce de pulsion qui arrive comme ça quand il y a un tournoi et ça déroule tout seul. D'accord, très intéressant. Donc ça, c'est ta vie qui est inscrite bah, dans le temps, comment était Magic à l'époque, comment ça l'est maintenant. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un joueur ou une joueuse de 15 ans qui fantasme sur la MPL, qui aime vraiment Magic, qui veut en découdre, qui veut beaucoup travailler, qui a du potentiel? Quel conseil tu aurais à lui donner? Ah, c'est tellement dur comme question. C'est tellement dur parce que ça veut dire que qu'est-ce que je dirais au moins de 15 ans, quoi, quelque part. Ouais, c'est l'instant grand frère. C'est ouais, le grand frère. Bah écoute, je sais pas si j'aurai un conseil parce qu'il y a eu tellement de parcours différents. Tu vois, il se trouve que moi, Magic, ça m'a beaucoup aidé. Il se trouve que de toute façon, j'étais un élève franchement médiocre, etc., en marge, tout ça. Et Magic, ça me donnait en fait, une passion. Ça peut te sauver d'un parcours scolaire catastrophique. En l'occurrence, ça a été mon cas. Donc, c'est un parcours un peu particulier. J'ai vu aussi d'autres personnes qui auraient pu aller plus loin dans leurs études, mais ils ont essayé de se donner dans ce rêve et finalement, ça leur a pas donné tant que ce qu'ils auraient pu avoir dans leurs études. Donc, il y a plein de cas différents.
En tout cas, moi, ce que j'ai constaté concrètement, c'est que ce qu'on gagne dans Magic, à la fois, enfin, en termes de compétences, de compréhension du monde, de la diversité des êtres humains, etc., et du travail collectif, ça n'a pas de valeur sur le monde du travail. Ça, c'est là le truc que je savais pas quand j'avais 15 ans, que j'ai appris en étant plus grand. Il se trouve qu'il faut le dire avec des mots spécifiques pour bien le comprendre, enfin, pour que ça soit valorisé dans le monde de l'entreprise, mais on gagne en faisant de la compétition à Magic des compétences vraiment très puissantes et une tête qui est très forte à résoudre d'un problème clé, quoi. Parce qu'en fait, c'est résoudre un tour, en fait, concrètement. Quand il y a un problème-solution, ça, c'est un truc qui arrive tout le temps dans le monde de l'entreprise, ou en tout cas dans le monde que moi j'ai vécu, parce que je ne les ai pas toutes faites. J'ai travaillé dans une seule entreprise dans ma vie. En tout cas, ça, c'est un truc que je vois tout le temps dans mon quotidien et que Magic m'a beaucoup formé à apprendre. Je pensais, en étant plus jeune, que voilà, je jouais à Magic en hypothéquant mon avenir. Bah, c'était pas tout à fait vrai, en fait. Peut-être que je le construisais aussi. Ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est le réseau formidable qu'on gagne en jouant dans Magic, en fait. Et le réseau dans le monde professionnel derrière, ou même pour faire des projets, etc., c'est absolument clé. Et là, dans MTG Data, par exemple, bah, ça aurait été, enfin, le fait de pouvoir trouver, voilà, un data scientist, un designer, etc., enfin, ce genre de compétences-là. Et c'est en fait, enfin, c'est pas que c'est très facile, mais disons qu'il y en a pas loin de moi, en fait. Et c'est facile d'aller, voilà, en parler au moins, quoi. Disons que j'ai déjà accès à cette première conversation qui aurait été plus difficile à avoir si j'avais pas ce réseau de Magic pour faire des projets. Et je pense que ça pourrait être le cas si j'avais des projets dans plein de choses. Et puis même, il se trouve aussi que ce même réseau-là me propose souvent des projets. Donc voilà, donc du réseau, des compétences, c'est un peu les choses qu'on gagne en jouant à Magic, en se lançant dans ce rêve-là. Et en vérité, c'est des choses qu'on gagne même si on perd, en fait, quelque part. Juste en se donnant vraiment, en rencontrant les gens, en étant là, c'est des choses qu'on gagne indépendamment de la victoire. Alors effectivement, il y a aussi les personnes, bah, typiquement par exemple comme Jean-Emmanuel Desprats, qui eux vont aller au bout du rêve, vont voilà, être partis de Bourg-Palette et avoir battu la Ligue Indigo. Bah, lui, il l'a battu la Ligue Indigo maintenant. Et donc là, forcément, c'est formidable. Mais après, c'est vrai aussi que voilà, c'est 1 sur combien, c'est toujours difficile, quoi. Mais on gagne des choses même si on perd sur la route. Voilà ce que je lui donnerais. Ah bah, tu réponds bien à la question et bravo pour cette analogie très parlante avec JE, Pokémon et Bourg-Palette. J'ai juste deux petites questions en plus, des questions un petit peu fan service pour moi-même. Allez. Moi, quand j'ai au départ entendu parler de toi, ça devait être en 2016, tu étais le John Guy. On préparait le GP Lille, je crois à l'époque, en moderne. Et donc je te voyais faire les GP Triol avec John. Ça a inspiré un ami à moi qui jouait que combo et qui s'est mis à jouer John, qui s'est mis pour la première fois à jouer des créatures. Ah, je vois qui c'est. Il jouait Storm même là-bas. Exactement, c'est cher ami Pierre-Paul. Et moi aussi, ça m'a sûrement influencé sur le fait de commencer à acquérir John. Tu avais l'air d'apprécier ce deck, ces midrange, ça pouvait tout faire, etc. Est-ce que aujourd'hui, dans quelque format que ce soit, il y a un deck John comme ça qui est dans ton cœur et qui peut tout faire ainsi? Ah, c'est une bonne question que tu me poses. Bah écoute, est-ce que dans tous les formats, il y a un midrange? Je crois que dans tous les formats assez relativement modernes, en tout cas, il y en a un. C'est aussi un rapport à l'évolution du design de Magic. Qu'est-ce qui permet les decks midrange dynamiques, comme on les appelle? C'est-à-dire ces decks midrange qui ont à la fois beaucoup de solutions, mais vont quand même de l'avant, en fait. Par exemple, une carte comme Tarmogoyf, c'est une carte qui va de l'avant, tout en offrant des capacités, des vertus défensives. Bah, ça, c'est deux choses. C'est lié, au rapport au fait que le vert, maintenant, fait du card advantage, est plutôt bien. Une carte comme, on pourrait penser à des cartes comme Hydroid Krasis, Tireless Tracker, Uro, etc. Donc ça marche plutôt bien. Et en plus de ça, il y a des arpenteurs. Donc le côté proactif est là et ça va de l'avant, quoi. Donc oui, il y en a un petit peu dans tous les formats. Bon, je vais dire des choses très contextuelles à aujourd'hui, mais voilà, il se trouve qu'en historique, il y a Bance, donc qui est en fait... il se trouve qu'il joue des contres et des Teferi, mais en fait, c'est un petit peu pareil que s'il jouait des Liliana et des Fatal Push quelque part, en fait, in fine. Ça revient un petit peu au même. Et même en standard, bah là, il y a Sultai, voilà, c'était un peu la même chose. Il se trouve que quand les decks midrange deviennent un peu trop forts, en fait, ils tendent vers le midrange combo. Donc, on a eu Kétis, 4 couleurs Saïli, etc. Donc, ouais, il y a un petit peu tous les jeux, tous les formats qui ont leur deck midrange. Après, le deck midrange, ce qui est compliqué, c'est que en fait, c'est des jeux qui ont leur chance contre un petit peu à peu près tout.
ce qui, humainement, dans la préparation, donne un sentiment surpuissant, en fait. C'est que je vais pouvoir me battre contre tout le monde. Peut-être j'ai 52% un peu contre tout le monde, donc c'est pas si mal. Mais en vrai, mathématiquement, c'est pas ce qui maximise les chances de victoire. Et c'est surtout des jeux qui font de très bons résultats tout le temps, en fait. Tu vas souvent faire top 16, top 32 sur les Grands Prix, ce qui est vachement bien. Mais en fait, une fois que tu es là et que tu vas aller à l'étape d'après, ça te bloque un peu, quoi. Et c'est un petit peu ce que j'ai appris, moi, à l'issue de cette saison de Lille. Parce qu'en fait, tu vois, cet exemple que tu donnes, il est vachement symbolique pour moi parce qu'il a lancé ce deck Jund. Donc, j'ai fait 10e au Grand Prix Lille. Il a lancé pour moi une année où j'ai fait entre 4 et 3 défaites à tous les Grands Prix. Sauf qu'en fait, à la fin de l'année, j'avais fait entre 4 et 3 défaites à tous les Grands Prix et c'était bien, quoi. J'avais gagné 1000 balles, quoi. Et vu que moi je voulais aller plus loin, aller au Pro Tour et tout ça, en fait j'étais bloqué. C'est un petit peu un des défauts des decks midrange en fait, c'est que en voulant la non prise de risque en fait fait que ça favorise pas vraiment les résultats éclatants et c'est ça qui est récompensé à Magic. Donc voilà, je suis un peu dans un love-hate relationship comme ils disent outre-Manche avec les decks Jund. Donc t'en es revenu, c'est intéressant. J'imaginais pas qu'il y aurait cette conclusion, donc c'en est d'autant plus intéressant pour moi. Et enfin, une dernière question sur un sujet qui est pratiquement jamais évoqué quand on parle avec des joueurs très compétitifs ou des joueuses très compétitives, notamment chez les pros, alors que pour moi c'est un pilier de Magic, ça fait partie de la Golden Trifecta de Richard Garfield, c'est que Magic c'est un jeu de cartes à collectionner, il y a l'aspect papier, l'aspect collection, je connais que Andrea Mengucci qui parle de l'amour qu'il a des cartes, donc c'est lorsque j'ai l'occasion de parler à un pro, je lui poserai toujours cette question. Toi, quelle est ta relation avec la collection? Est-ce que tu possèdes encore des cartes en papier? À quoi ressemble ta collecte? Alors, est-ce que j'ai des objets physiques cartes Magic? C'est ça la Ouais, question. c'est-à-dire, est-ce que tu chéris certaines cartes Hmm. comme peut le faire Andrea Mengucci à chaque fois qu'il poste des photos des nouvelles acquisitions pour ton cube? Ou est-ce que tu es plus un Ben Stark qui se fait prêter toutes ses cartes par Channel Fireball et qui s'en fout totalement du carton, quoi? Eh ben les deux, écoute, les deux. Euh, il se trouve que, alors ça c'est une histoire, quand j'étais en sixième, c'était un des moments où j'avais des cartes et je commençais à en acquérir, à en avoir pas mal parce que le temps, etc. Et puis je mettais tout mon argent de poche, tous mes anniversaires. Et il se trouve que je l'ai rangé dans mon casier de l'école. Et un jour, je me suis fait, il y a quelqu'un qui devait pas trop m'aimer, je pense, ou a flairé le bon filon, qui a ouvert mon casier et qui m'a volé toutes mes cartes. Donc il m'a gentiment laissé mes manuels de français, mais c'était pas ce à quoi je tenais le plus. Et depuis ça, pendant, je sais pas, 10 ou 15 ans, j'ai pas eu de carte. Je me suis tout fait prêter tout le temps. Ce qui ça avait d'ailleurs des rebonds assez inattendus en fait, parce que se faire tout prêter, c'est très compliqué quand même. Enfin, en fait, c'est basé sur le réseau en fait. Et le réseau, tu l'as pas tout le temps. Et même des fois, il se trouve qu'il te manque une carte, etc. Et en fait, ce truc de il faut qu'on me prête des cartes, c'est aussi parce que j'avais pas vraiment d'argent, parce qu'une fois que tu commences à mettre l'argent dans le train, t'en as plus pour acheter les cartes. Et en fait, ça te pousse vers les autres, pousse à aller demander, à aller oser, enfin, avoir le courage d'aller. Un des trucs qui m'a demandé le plus de courage, c'est un peu ridicule, mais c'est vrai, c'est aller demander des cartes à quelqu'un que tu connais pas. C'est très difficile. Ça demande vraiment, tu arrives, tu sais que tu y vas. Après, tu le vois, il est avec ses trois ou quatre amis, ils sont en train de parler, donc ça veut dire que tu vas aller le déranger. Il s'est pas quitté. Il faut que tu lui demandes un truc en plus. Tu as un peu l'impression d'être comme ces personnes qui veulent te faire signer un sondage dans la rue, quoi. C'est très difficile, quoi. Et ça m'a vachement poussé vers l'avant. Donc voilà, bon, il se trouve que petit à petit, en faisant de plus en plus de tournois, j'ai eu le réseau et que ça a été de plus en plus facile. Donc ça a duré jusqu'à 2016-17 en fait, globalement, où je me faisais tout prêter tout le temps, parfois par des boutiques, parfois par des joueurs. Enfin, voilà. Et il y avait un petit peu cette culture-là aussi. Et en fait, donc Louis Deltour et Julien Henry, ils ont apporté un truc en plus dans Magic, enfin dans le Magic français, comment est-ce qu'on le vivait à l'intérieur, quoi. Sachant que jusqu'alors, pour moi, les cartes c'était Excel, quoi. J'aurais trouvé qu'elles avaient un dessin, mais franchement, c'était vraiment un détail, quoi. Et d'ailleurs, si elles en avaient pas un et qu'il pouvait y avoir le texte de la carte écrit en plus gros, ça m'irait, quoi. Donc c'était un peu le point de vue que j'avais. Et eux, ils ont apporté un peu l'amour du Basic Land, en fait, ou même le choix de, voilà, quand il y a une commune, quand il y a des opts, et que tu as un peu le choix, parce que tu peux dépenser 1 euro au shop du Grand Prix pour acheter tes opts en invasion ou 3 euros, eux, ils le faisaient en fait. Et ils en parlaient, et puis ils disaient, ah là là, c'est quoi la meilleure illustration de opt? Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-là? Et en fait, je me suis un peu pris au jeu
Et j'ai commencé à bien aimer et j'ai commencé par m'acheter des Basic Land, donc des Basic Land d'Odyssée pour le limiter. Parce que c'est vrai que avoir des terrains de base qui ont tous la même illustration, ça peut avoir son importance, notamment quand les gens nous jouent des effets de défausse. Parce que si le gars sait quel est le dessin de ton île et quand tu joues une île, elle a un dessin différent, en fait, tu vas juste révéler une carte. Donc ça a un bout d'éléments stratégiques, bon, qui est assez minime, quoi. Mais quand on va aller au bout des choses et que ça coûte pas très cher, enfin que ça coûte pas grand chose d'y prêter attention en temps comme en argent. Et du coup, j'ai commencé à faire attention aux basiques. Donc j'ai acheté les basiques que je préférais, donc les Odyssées. Et puis après, je me suis dit, bah, il me faut des basiques pour le construire maintenant. Donc j'ai acheté des Unige, enfin des Unblood, je sais plus. Et petit à petit, là, je commence à me remettre à acheter des cartes enfin, à avoir des cartes, mais un peu des cartes evergreen, comme on dit, tu vois. Genre, j'avais mon carré de Hops, mon carré de Foudre, enfin, les cartes qui revenaient à chaque fois, et jolies, évidemment, tu vois. Enfin, en tout cas, qui me plaisaient. Et là, au GP Lyon, au dernier GP Lyon, le GP Lyon en bordure de coronavirus, j'avais acheté mon deck standard, en fait. Je me disais, bah, voilà, des euros, je vais en jouer. J'étais en train d'acheter tous les bilans du standard. Enfin, j'étais en train de m'y remettre, en fait. Et là, voilà. Donc, cette histoire se coupe sur un cliffhanger, en fait, et qui se poursuivra ou pas, d'ailleurs, à la reprise des tournois papier. Sacrée histoire. Ça a dépassé toutes mes attentes, cette réponse. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Je pense que j'ai beaucoup de contenu pour faire moult podcast. Et donc, si tu as un mot de la fin, n'hésite pas, je te donne la parole une dernière fois. Ouais, si t'es d'accord, j'aurais bien aimé parler de perf un peu. Yes, oui, parlons perf. Si bonne t'es idée. d'accord, ouais, parce que perf... parce que perf, c'est un projet qui me tient tellement à cœur. Ouais. Donc on a lancé il y a 1 an. Il se trouvait que il y avait 2 semaines coup sur coup, il y avait un Grand Prix standard en France et il y avait un mythique Invitational Qualifier sur Magic Arena en standard aussi. Et on y a vu avec Louis Bachot, un autre ami de Magic qui aime bien ces questions-là, l'opportunité de faire s'allier tout le monde en fait, parce que le physique et le digital étaient un peu divisé à cette époque-là, ou en tout cas il y avait des premières tendances, et du coup on a créé un petit Discord sans prétention qui voulait juste proposer aux gens un espace pour se retrouver, et en fait il se trouve que ça a plu à plein de personnes. Donc sur Perf maintenant sur Perf standard en tout cas on est plus de 2000 maintenant, et on a même ouvert d'autres perfs historiques limités pour que voilà on peut jouer tous les formats de Magic, et on essaie de donner cette philosophie qu'on a du Magic collaboratif, ensemble on est plus fort, etc., en prêtant les méthodes aux amis qui arrivent du digital en fait, parce que eux ils vont être forts, c'est sûr, et est-ce qu'on peut pas les aider à être plus forts plus vite en fait, et comme ça on va jouer ensemble encore plus vite et être copains, et ça fait, enfin voilà, il y a plein de dynamiques vertueuses qui arrivent. Et voilà, je suis super fier de ce projet-là, en tout cas super fier de ce qu'il accomplit et de ce que les membres petit à petit arrivent à accomplir, de rencontres, de conclusions contre-intuitives, de decks magnifiques, d'envolées lyriques. Et voilà, donc je suis super, j'adore ce projet, il me tient vachement à cœur, et voilà, c'était important pour moi d'en dire un petit mot. T'as bien raison, merci. Maintenant, 3 Discord perf différents, il me semble. Il y a perf pour le standard, perf limité et perf historique. Exact. Grâce auquel et grâce à la liste de perf et de Guillaume Board mono vert m'a permis de grimper comme jamais le ladder d'Arena. Donc merci perf, super outil, et merci à toi et toute la team d'avoir fait ça. Ça sert, et c'est beau un petit peu d'ouvrir à toutes ces discussions de haut niveau, pas que à ceux et celles qui ont une équipe pro. C'est un beau cadeau. Du coup, merci beaucoup Rémi. J'ai plus de questions, donc je vais te souhaiter un bon samedi, et à bientôt. Merci, à la prochaine. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Café Magic, et à la semaine prochaine.